merci de vous présenter à moi. Je suis très honorée d'être ici, vraiment. C'est excellent. Donc, je vous propose cette thématique aujourd'hui qui s'intitule en anglais How to operationalize your training process from registration to trainees feedback. L'idée, c'est plutôt sur la base de cas d'usage et en particulier de 2 cas d'usage que j'ai eu l'occasion d'expérimenter, mais qui étaient relativement similaires, de vous faire part un petit peu de comment ça s'est fait et peut-être de vous exprimer mon retour d'expérience, voilà, assez humblement et voilà, vous dire un petit peu moi comment j'ai vécu les choses. Alors peut-être avant de commencer, rapidement une petite présentation, qui suis-je, d'où viens-je, pourquoi-je. Donc moi c'est Valérie Quignou, ça fait plus de 18 ans que je suis dans le domaine IT. J'ai travaillé pour des grands groupes. J'ai eu différentes vies dans ces grands groupes au sein de DSI. Donc notamment, j'ai été Service Delivery Manager, donc qu'on appelle responsable de service informatique. J'ai été chef de projet également à l'international. C'est-à-dire que je déployais des solutions à l'international pour les groupes dans lesquels j'ai officié. J'ai été également responsable d'une équipe de développeurs, de data engineers, et j'ai également été product owner. Bienvenue. English, French? Ok, bien, hopefully French, parce qu'on est en français maintenant. Et donc product owner de la plateforme analytique du grand groupe dans lequel j'officie. Donc j'ai eu pas mal de vies, j'ai fait un petit peu de la vie de produit finalement du début à la fin, de la conception à la maintenance en opération, en conditions opérationnelles. Ça c'est un peu mon background. Et puis 2022, parfois c'est bien le changement, il faut du changement. En parallèle de ça, moi je dirais que le no-code, je suis assez une geek au tech, donc ça m'intéresse énormément. Et je m'intéresse au no-code depuis fin 2020, début 2021. Compte tenu de ce que j'ai détecté comme valeur que pouvait apporter le no-code, j'ai dit en 2022, il faut vraiment que je sois plus focus sur des projets pour lesquels le no-code va pouvoir m'aider. Et ces projets étaient plus des projets à impact environnementaux et sociétaux sur lesquels j'ai voulu me pencher. Donc j'ai décidé de faire un break dans ma carrière, de prendre un congé sabbatique et voilà, de pouvoir travailler un petit peu avec des associations là-dessus. Par ailleurs, j'ai décidé aussi de monter mon business, donc ça c'est cool. Ça c'est la partie super content. Alors j'ai créé ma marque qui s'appelle Rebuild. Je suis CTO, CEO, CFO. Ouais, non mais c'est bon, enfin je suis freelance, hein, c'est bon. Voilà, ça va pas chercher plus loin, mais c'est tellement bien sur le CV. Voilà, donc je me lance tranquillement, gentiment, et puis j'espère pouvoir évoluer. Mon corps activité, c'est vraiment la formation et le coaching, accompagner les gens, parce que mon ambition, c'est que les gens soient autonomes avec leurs solutions digitales. Ça m'intéresse moins de faire pour les gens que de leur apprendre à faire pour qu'ils puissent se débrouiller eux-mêmes. C'est vraiment ça mon propos. L'enseignement, education, vraiment, globalement, pour moi, c'est la vraie valeur et c'est ce qui permet aux gens vraiment d'évoluer, de faire des choix éclairés sur certaines choses, que ce soit dans leur vie au quotidien, dans leur carrière, et pourquoi pas dans des choix d'outils no-code. Voilà un petit peu pour globalement cette overview. Par ailleurs, donc, je suis également membre de l'association No-Code France, donc, et la communauté No-Code France au sein du Slack, dont vous avez dû entendre parler, qui effectivement est une communauté énorme, hein, il y a à peu près plus de 8000 membres. Et j'ai l'immense privilège également de faire partie de l'association No-Code for Good. Donc, je suis une des administratrices de No Code for Good. Je voudrais quand même prendre 2 minutes pour vous en parler, puisque justement, en plus, on est en France. nocodeforgood.fr, je vous invite à aller voir ce que c'est cette plateforme. Notre plateforme permet de faire la mise en relation entre des projets à impact solidaire, à impact positif social, sociétal, environnemental et inclusion, les faire se rencontrer avec des no-codeurs. Donc le concept, c'est quoi? Les porteurs de projets vont poser des projets sur la plateforme, des no-codeurs, no-codeuses vont déposer leur profil sur la plateforme, et il y a des canaux de communication qui peuvent se faire pour pouvoir aider. On favorise évidemment le bénévolat. Et après, éventuellement, il peut y avoir des notions de tarifs solidaires, mais voilà, l'objectif, c'est bénévolat. Et vraiment de pouvoir kickstarter des projets qui peut-être ont un peu de mal à démarrer pour les aider. Donc ça, c'est un levier. Donc on a notre plateforme nocodeforgood.fr et on organise aussi des événements
pour sensibiliser les associations, les structures ESS au no-code et surtout à la valeur que peut délivrer le no-code. On organise des webinaires régulièrement, on organise des événements de type hackathon. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, hackathon. Voilà, donc je me permets ces petites minutes-là pour promouvoir No Code for Good. C'est une association non-profit organization. Hein, voilà, allez-y, s'il vous plaît, allez faire un tour. Je pense qu'il y a moyen d'aider des gens. Si vous voulez me capter, n'hésitez pas sur LinkedIn. Je ne vous donne pas l'adresse de mon site web parce que je suis en train de le refondre, donc il y aura un intérêt relativement limité. Et dans tous les cas, actuellement, je suis plutôt actif sur LinkedIn, donc n'hésitez pas, le petit QR code, vous pourrez me capter là. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Non, c'était ça, pardon. L'agenda que je vous propose, donc vous posez rapidement les contextes des cas d'usage sur lesquels je vais m'appuyer, qui étaient très similaires et qui vont me permettre d'avoir une overview globale. La stack technique que j'ai utilisée pour mettre en place cela, ce qui a été implémenté et les gains clients escomptés. En français, c'est bon pour vous? Ok. Et quelques faits qui me sont apparus importants et en tous les cas où j'avais envie de vous partager, parce que j'ai galéré sur un truc en particulier. Voilà. Et puis les lessons learned, assez classiques certes, mais on apprend tout le temps et à tout âge, et c'est ça qui est magnifique. Alors, d'abord, on va essayer de faire un peu les détectives et avoir la typologie de qui était finalement le ou les deux clients. Je me suis appuyée sur deux clients qui avaient un profil assez similaire. Il s'agit donc d'associations. Donc ce sont deux associations dont l'objectif est d'informer et d'éduquer les personnes à la transition alimentaire en ayant pour objectif aussi d'avoir le respect de l'environnement. Donc c'est-à-dire mieux manger plus sainement tout en respectant la nature et l'environnement. Là-dessus, leurs piliers et les thématiques qui les intéressent, c'est l'agriculture urbaine, la permaculture, l'agriculture régénérative et plein de sous-domaines là-dedans voilà, qu'ils développent. Donc les deux associations se ressemblent, n'ont pas forcément les mêmes overlaps, mais globalement, voilà, un petit peu de manière très générique ce qu'ils couvrent. Leur but, donc, c'est de développer des nouveaux systèmes locaux de marché, en tous les cas, pour pouvoir vendre de la nourriture saine aux gens, et donc très orienté sur du local. De aussi essayer d'apporter leur pierre à l'édifice dans la transformation de nos systèmes alimentaires, dans la manière dont on s'approvisionne aujourd'hui au niveau national, voire international, et de promouvoir aussi l'agriculture urbaine, qu'elle puisse être faite par qui que ce soit finalement et n'importe où, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que leur parti pris, c'est de dire aujourd'hui, on est capable de donner des moyens pour faire des petits systèmes d'agriculture très localement, même dans des environnements urbains. Voilà globalement leur motto. Alors, quels étaient leurs pains, quels étaient les points de friction et quels étaient leurs besoins? On va dire globalement de deux ordres. Le premier, c'était de pouvoir résoudre leurs problématiques de tâches, on va dire, du quotidien à faible valeur ajoutée pour eux, au sens, voilà, c'est pas leur cœur activité, mais ils avaient évidemment, comme tout un chacun, des activités administratives à faire. Prenez un siège, asseyez-vous, ça va bien se passer. En français, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de résoudre leur temps à passer sur ces tâches, on va dire administratives, de prise en charge des personnes, parce que oui, ce que je n'ai pas mentionné, un élément très important quand même, c'est que leur moyen pour sensibiliser les gens justement à la transition alimentaire, c'est la formation. Donc ils proposent des formations et donc le sujet ici c'est de minimiser le temps passé à analyser les candidatures, à faire les retours vers les candidats, à leur communiquer les informations. Donc ça fait partie un peu de ces tâches qui sont certes nécessaires, mais qui peuvent être automatisées et leur faire gagner du temps. Le deuxième point, c'était qu'ils étaient assez peu digitalisés, c'est-à-dire ils ont leur site vitrine. En revanche, les inscriptions des candidats qui souhaitaient aller dans leur formation se faisaient plutôt sur papier. Donc c'est embêtant parce qu'aujourd'hui tout le monde a un smartphone, un ordinateur, quasiment on va dire. Là, ils étaient quand même en décalage. Alors, l'idée, c'était de revenir vraiment à des solutions plus modernes. Voilà, donc on était parti là-dessus. Et donc, il y avait aussi, avec ça, le pendant des contraintes. Hein, parce qu'évidemment, si on avait
carte blanche, on pourrait faire des super trucs d'enfer, mais il y avait des contraintes à considérer. Première contrainte, je vous rappelle, association, pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens. Donc l'idée, c'était de trouver des solutions très peu coûteuses. Ça, c'était vraiment le premier point. Le deuxième point, la volonté, c'était de pouvoir être autonome dans le maintien de la solution qui était fabriquée par la suite. C'est-à-dire qu'ils puissent la manager de A à Z. Et je pense qu'on va en reparler après, parce que je voudrais un peu démystifier des choses là-dessus aussi. Mais en tous les cas, c'était la volonté. Voilà, nous, on a envie d'être autonome. On n'a pas envie de payer quelqu'un de manière régulière tous les mois qui va faire la maintenance de notre solution. On n'a pas les moyens. Ce sont des raisons économiques en fait qui les drivent. Donc, ce qui se comprend. Et puis, le dernier point, c'est qu'il y avait quand même quelques tools qui étaient en place et qu'ils souhaitaient garder parce que ça les embêtait de devoir un peu changer ces petits tools-là. Et je vais vous signaler tout à l'heure lesquels étaient déjà en place. Donc ça reste assez traditionnel en termes de contraintes. On retrouve ça pas mal dans les assos. Donc ce sont des contraintes qui nous amènent du coup à faire des architectures et des choix de diverses manières. Alors moi, en première instance, quand j'ai un petit peu regardé les besoins qui m'ont été remontés, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire quelque chose avec une solution intégrée, type Bubble par exemple. Mais, parce qu'il y a un mais, Bubble, pour la montée en compétences, la courbe d'apprentissage est quand même un peu plus élevée que si on prend des outils modulaires qui peuvent être plus accessibles en termes d'approche. Donc du coup, on est parti sur du modulaire en termes d'approche et on avait à considérer, on va dire, deux types principaux de population. Tout d'abord, des end-users, donc des utilisateurs finaux qui souhaitent s'inscrire aux formations et donc qui ont besoin d'un portail d'entrée pour s'inscrire et donc que toute la suite en fait se fasse en termes de retour d'informations, retour de confirmation par mail, communication des documents, etc. Et donc, pour cela, on a mis un système de formulaire en place pour collecter leurs données. Ensuite, ces données-là, évidemment, partaient dans une base de données. Laquelle base de données du moins, était envoyée une mail de confirmation de prise en charge, de bonne prise en charge de la candidature qui a été soumise à la formation. Donc ça, c'était un des process, c'était déjà capter les candidatures. Ensuite, il y avait aussi pour les utilisateurs qui étaient déjà dans un train de formation, pouvoir accéder aux ressources qui étaient mises à disposition de cette formation. Donc il fallait mettre un site web, un espèce de mini-centre de ressources quelque part. Donc, par la suite, il y avait un certain nombre d'automatisations. Et là, je reviens sur les aspects plutôt d'envoyer les différents mails d'information, mais avec des documents qui devaient être nécessaires. Par exemple, générer des documents aussi, comme des conventions de stage, comme générer des attestations quand on est en fin de formation, de manière automatisée. Donc avec évidemment un système d'automatisation. Et également, au niveau du stockage, il fallait un endroit pour déposer ces documents et des moyens pour générer les documents. Ensuite, les envoyer à l'utilisateur. On a la deuxième population. Là, c'est plus la population administrateur. Donc là, c'est les équipes des associations qui, elles, avaient besoin de deux choses. Pouvoir accéder à leur outil de gestion de comptabilité, on va dire. Voilà, là où ils font leurs factures, où ils font leurs devis, où ils ont leur tableau de bord pour regarder un petit peu où est-ce qu'ils en sont avec leurs clients. Cet outil-là était déjà choisi. Donc ça, c'est un des outils qui a été choisi et ce n'était pas vraiment négociable de le changer. Donc on s'est adapté. De la même manière qu'ici, sur cette stack-là, donc je vais le dévoiler tout de suite, mais c'était du Google. Voilà, on est resté sur de la Google Suite avec Google Doc, Google Sheet, Google Drive. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir, à partir de la base de données, en faisant des mises à jour, pouvoir générer les devis, les factures automatiquement, qu'elles s'enregistrent dans l'outil en question et ensuite qu'elles soient envoyées aux différents utilisateurs ou participants. Et enfin, pouvoir également administrer justement les datas. Hop, j'ai été un peu trop vite, du coup je vous ai dévoilé une partie. Pouvoir manager les datas avec donc une interface quand même qui soit à peu près propre et ne pas aller dans la base en dur parce que ça c'est un peu, c'est pas grave, mais c'est pas forcément très friendly en termes d'interface. Du coup, j'en viens aux outils pour être très concret. Les formulaires, on est parti sur Tally. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît cet outil, Tallyform? 1, 2...
Un petit peu, ok. Je pense que c'est un outil qui est très sous-coté, vraiment. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que ça fait, parce que, d'ailleurs, ils sont présents, je crois. J'ai pas d'action chez eux, je vous rassure. Mais en fait, ils proposent donc des plans payants, mais avec le plan gratuit, on peut déjà faire des formulaires assez évolués, plutôt sexy. Donc, ils ressemblent pas mal à Notion dans la conception des formulaires. Allez voir, c'est plutôt sympa. Et on peut faire des trucs avec des logiques conditionnelles, des champs cachés. On peut entrer en paramètres aussi des champs prédéfinis avec des valeurs dans l'URL. Enfin, il y a plein de trucs sympas qu'on peut faire. Airtable, sans grande surprise pour la base de données, j'ai envie de dire c'est un classique, mais en effet tellement robuste, voilà, faisons confiance à la robustesse. Du Make pour automatiser tout ça. Alors là, je fais un petit disclaimer. Très clairement, certains des processus auraient pu être automatisés directement dans Airtable avec les automations. Le parti pris que j'ai eu là-dessus et ce que j'ai proposé à ces associations, c'est de les faire dans Make pour qu'ils puissent avoir immédiatement déjà une cohérence où toutes leurs automatisations sont dans le même type d'outil, et en termes d'appropriation, c'est plus facile plutôt que d'aller à droite, à gauche, etc. Ça pouvait être un peu compliqué. La génération de documents. Donc de quoi je parle? Je parle de la génération des feuilles d'émargement pour les formateurs. Je parle de la liste des participants à des sessions, notamment pour envoyer aux cuisines quand il y a des spécificités alimentaires à prendre en compte, par exemple végétariens ou peut-être contraintes allergiques diverses et variées, qui sont récupérées du coup par le formulaire. Et puis également donc la génération des attestations quand on est en fin de formation, la génération des conventions de stage nominatives avec les signatures qui vont bien. Et ensuite, nous avons donc du Google Drive, c'est stocké dans le Drive des associations. Donc ça, c'était existant, préexistant, donc on est resté là-dessus. Ensuite, on a utilisé Software pour le portail centre de ressources. Donc Software connecté directement à Airtable, donc ça c'est le gros avantage. Par contre, je viendrai sur un point spécifique tout à l'heure de Software sur lequel j'attire votre attention. On avait donc pour la solution de gestion des finances QuickBooks, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers de QuickBooks, ok. Alors du coup, je vais vous exposer une petite galère, puis vous me direz si vous avez vécu la même. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste QuickBooks, donc c'est peut-être mon incompétence, je ne sais pas. Mais voilà, en tous les cas, je vous partage et on à loisir pour échanger. Et sans grande surprise, Airtable Interface, je trouvais ça assez funky de pouvoir faire des interfaces pour administrer les datas. Surtout que, voilà, c'est assez limité en vrai, mais on peut faire des trucs assez simples et qui sont complètement suffisants à la maille d'une équipe associative qui a besoin de pouvoir manager un coût vraiment modique somme toute. Donc belle stack quand même, pas mal de process à mettre en place. Donc globalement, c'était un petit peu les process que je vous ai évoqués là. L'enrôlement, l'onboarding, la génération de documents, le système de facturation, les retours aussi des utilisateurs, alors de deux natures. Il y avait la captation des retours sur les questionnaires des connaissances, puisqu'il y a voilà, on fait des évaluations, les associations font des évaluations des différents candidats, mais également les retours de satisfaction conformément à la norme Calliope. Bon, je pense que vous connaissez un peu Calliope, donc il y avait aussi ce point-là qui est important et qui va le devenir de plus en plus, parce que les associations aussi veulent se professionnaliser de ce point de vue-là. Calliope, c'est un gage de qualité. Donc, il y avait cette volonté vraiment de respecter ça. Et donc, on collecte aussi. Questionnaire à chaud, tout de suite quand j'ai fini la formation, et à froid, donc 3 mois ou 6 mois après, selon les assos. Il y en a qui font les deux. Certaines ne font que 3 mois après. Bon, après, voilà. Après, mise en place aussi des indicateurs. Évidemment, on peut mettre en place des process de calcul sur le taux d'assiduité, le taux de réussite, etc. Et le petit centre de ressources. Alors, centre de ressources, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce qui a trait à la documentation relative spécifique à la formation que suivent les stagiaires. Et donc, avec différents types de profils selon la formation. Parce qu'il faut qu'il y ait un cloisonnement quand même des données, que tout le monde n'accède pas à tout. Sinon, ça peut être un peu compliqué. Donc du coup, pour cela, comme je vous l'ai dit, du coup Tally, on a profité de l'opportunité de l'intégration directe avec Airtable. Ça ne servait à rien de faire du make, puisque ça marche très bien en intégration directe pour collecter les données, que ce soit pour l'enrôlement et pour les feedbacks. Donc les feedbacks retour, questionnaires et de connaissances et de satisfaction.
Donc je vous ai bien caché mes clés, hein, il y a juste qui, voilà. Je sais pas, vous connaissez ça? Ah, vous voulez prendre une petite photo? Hop, voilà. Hop. Les process de suivi, alors ça c'est un exemple hein, d'un processus dans Make. Donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec Make globalement. Donc Make, ici, ça permettait d'envoyer en fait un mail. Alors il n'y avait pas de document forcément associé. Ici c'est un mail. Alors vous pouvez vous demander mais pourquoi il y a deux modules Make de Markdown? C'est parce qu'il y a une conversion qui était obligatoire quand on insère des liens. Donc une première fois, on doit formater le lien et une deuxième fois, je ne veux pas que ce soit l'URL qui soit exposée, je veux juste dire vous pouvez cliquer ici et le vous pouvez cliquer ici amène vers le lien. Donc j'ai, moi personnellement, été obligé de faire cette manipulation qui marche bien, mais du coup c'est un petit peu en deux temps. Et donc après, envoi de mail avec le compte Gmail de l'association en question, ça marche très bien pour le coup, ça il n'y a pas de souci. Également, ce type de process m'a pas mal servi. J'en ai 2 ou 3 de cet acabit-là et j'attire votre attention sur ce module-là, le Array Aggregator de Make. Pourquoi? C'est par exemple, je veux envoyer au formateur la liste des participants avec un certain nombre de renseignements les concernant. Eh bien, on va utiliser le Array Aggregator pour le faire. Faute de quoi, si on ne met pas un agrégateur, en fait, c'est qu'à chaque itération qu'il va trouver dans la session de formation, il va envoyer autant de mails au formateur pour un candidat, ce qui n'a aucun intérêt. Nous, on veut une liste, on ne veut pas un mail pour chaque candidat. Donc ensuite, on génère le PDF. Alors moi, je vois souvent hein, des générateurs de PDF dans Make, il y en a plein. Enfin voilà, on peut en utiliser. Moi, j'utilise Google Drive, ça marche très bien. Donc il suffit d'utiliser le module Download a File et quand vous allez dans les settings à plus approfondis, pour chaque typologie de document, vous pouvez les convertir. Par exemple, Google Sheet en Excel, mais Google Sheet en PDF aussi. Et ça marche, mais vraiment très très bien. Ça, c'est vraiment pas mal. Et là, c'était le process, par exemple, oui, le process de génération de l'attestation de fin de formation, ainsi que de la récupération de la facture de solde du candidat, qui était envoyé. Donc on génère en fait le document à partir d'un template qui est hébergé dans le Google Drive, donc un Google Doc, qu'on a variabilisé évidemment sur certains champs, nom, prénom, date, etc. Il est généré et il est stocké à nouveau dans le Google Drive. On le récupère avec le module Google Drive Download a File, qu'on peut ensuite convertir en PDF et également joindre par email et envoyer directement par mail à la personne qui doit être récipiendaire de ce mail. Vous avez des questions jusque-là ou... Oui. Du coup, le Watch Record, c'est un filtre par rapport au... Ah oui, alors effectivement, le trigger, pardon, très très bonne remarque. Le trigger, c'est pour vérifier que le statut du candidat, c'est à participer. Le à participer signifiant que la formation est finie pour le candidat et donc on peut déclencher le trigger. Effectivement. Merci pour cette question. Oui. Corollaire, le trigger, il est déclenché juste par un changement de valeur dans Airtable. Il n'y a pas d'autre contrôle ou de confirmation? Alors, si on fait en fait c'est vrai que je ne l'ai pas affiché ici, il y a une boucle retour quand le process est fini, il va taguer en fait une colonne pour dire que le mail est bien envoyé. Et donc, ça veut dire que dans la condition, on exclut aussi si le champ est vide, si le champ n'est pas vide, pardon. Oui, parce que faute de quoi, ils vont en recevoir beaucoup des mails. Exactement, exactement. Alors, pour le process, je vous présente mon petit arbre de Noël. Bon. C'est intéressant. Celui-là est intéressant. Ça, c'est en fait, en plus, le premier qui arrive dans le processus, c'est le cas de le dire, puisque c'est la génération du devis. Premier besoin exprimé par les associations, ils m'ont dit, nous, on veut pouvoir envoyer le devis, cette fois-ci, pas de manière automatisée sur un statut ou sur une entrée dans une vue Airtable. On veut pouvoir faire un clic-bouton et ça envoie donc à une personne, hein, et ça envoie le devis. OK, parce qu'il y a des processus de vérification. Pourquoi pas? Donc, d'où, pour le coup, cette fois-ci, de la mise en place d'un trigger en webhook, ici, qui est activé par un bouton dans Airtable. Donc, c'est un champ de type bouton qui va aller taper sur l'URL webhook de Make et qui va passer en paramètre le record ID Airtable en question pour savoir de quel devis on parle. C'est des fake data, donc si vous faites des photos, il n'y a pas de souci. Hein.
Et donc, du coup, ça permet de lancer le processus. Et là, après, on rentre dans l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, alors, pour être tout à fait honnête avec vous, il n'y a pas de grosse complexité technique puisque c'est quasiment, entre guillemets, des répliques de chaque bout. En revanche, la complexité est induite par les conditions qui sont, entre guillemets, imposées par le processus lui-même. Pourquoi? Parce qu'en France, et on a de la chance, c'est que les formations peuvent être financées par différents organismes, et Vivea, OPCO, Pôle emploi. Et donc, selon ces différents cas d'usage, selon que le candidat finance complètement sa formation, selon qu'il est complètement financé ou selon qu'il est partiellement financé, eh bien, on doit prendre en compte certains types de paramètres. Puisque un coup, ça va être l'organisme qui va être facturé, excusez-moi. Un coup, ça va être le participant. Un coup, ça va être les deux, puisqu'ils auront une quote-part respective l'un l'autre. D'où la nécessité, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait, d'avoir posé des conditions. Et cherry on the cake, c'est que une des structures, donc j'ai pris le plus complexe, une des structures dans QuickBooks avait justement deux structures différentes. Donc, selon le cas d'usage, il fallait aller dans tel compte QuickBooks ou selon le cas d'usage dans tel autre compte QuickBooks. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette première branche ici qui fait partir le process. Et puis après, on part dans la déclinaison selon les nécessités. Donc, moi, je pense que ça peut être un point de faiblesse. Ça c'est le genre de process qui nécessiterait d'être réfléchi et factorisé. Pourquoi? Parce que là, à la moindre erreur, ça ne pardonne pas, le truc qui pète, quoi. Et donc, du coup, voilà, ça fait partie des choses qui sont toujours work in progress, parce que forcément, la viabilité, surtout comme, l'objectif, c'est quand même que ça soit un peu pérenne dans le temps, quoi. On ne fait pas ça pour 3 mois, hein. L'idée, c'est que ça dure quand même 2-3 ans, voire plus, selon comment ils arrivent à évoluer, eux, avec leurs produits. Voilà, donc de ce fait, c'est un peu complexe. Après, on arrive sur des choses, alors ça, du coup, je vous ai expliqué, c'était pour le déclencheur du webbook. On arrive sur des choses plus traditionnelles qui sont déclenchées avec des triggers watch record assez traditionnels dans Airtable, facture d'acompte et après facture de solde quand la formation est terminée, alors qui est uniquement générée. Pour le coup, elle n'est pas envoyée dans ce process-là directement, elle est envoyée dans l'autre avec l'attestation, celui que je vous ai montré précédemment. Voilà, donc moi j'apprécie beaucoup Make personnellement. Ce que j'ai mis en place aussi, c'est donc la gestion des accès dans Software. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des typologies différentes. On a les stagiaires d'un côté. On a aussi des référents locaux, des associations qui doivent pouvoir administrer leur propre partie dans Software de leur côté. Et ensuite, on a les super admins, on va dire, qui est la tête de pont, si je puis dire, de l'association qui, elle, a accès à tout. Donc, de ce côté-là, on va dire, voilà, il n'y a pas trop de particularités. Donc, comment ça se passe? En gros, il y a une synchronisation avec Airtable d'une table user pour la connexion, pour pouvoir se créer un compte et rentrer dans la plateforme. Et ensuite, dans Software, on peut gérer plus finement avec la création de groupes. Et donc, les différents blocs ou pages, après la granularité à choisir selon le contexte, on peut régler la visibilité de la page et la mettre visible pour tel groupe, mais pas pour l'autre, même si on est connecté. Donc, il y a moyen de faire ça. Et on peut aussi également, selon le plan qu'on choisit, alors nous évidemment le plan qui a été choisi pour la structure était plus limité, mais si on prend le plan Enterprise, on peut aussi gérer au niveau des records Airtable directement à partir de Software. Ça n'a pas été le choix parce qu'économiquement ça n'était pas viable. On a pris le plan en dessous, donc du coup il a fallu trouver des mécanismes assez simples comme ça, de masquage de pages et de masquage de modules Software. Les gains attendus, la productivité sans surprise, hein. Bon, évidemment, si on fait moins d'envoi de mails, moins d'analyses, etc., on est plus focus sur la construction de la formation, l'amélioration de la formation, bien veiller que mes indicateurs Calliope sont OK, et sinon, qu'est-ce que je fais? Je mets en place mes plans d'action, mais vraiment sur la valeur apportée. Un truc que j'ai du mal à leur faire se rendre compte, c'est la fiabilité qu'ils gagnent avec ce type de choses. Là, par contre, étonnamment, c'est un peu plus compliqué parce que... Et pourtant, vraiment, quand on creuse, ils s'en rendent compte parce que le nombre de choses qu'ils font manuellement, mais qui génèrent potentiellement des erreurs, ça leur fait perdre autant de temps que de refaire le truc, quoi. Alors que là, la fiabilité de l'information, une fois qu'elle est rentrée, elle est rentrée. Il n'y a pas besoin d'y revenir 36 000 fois. Et ça, c'est en discutant qu'on arrive plus à leur mettre en évidence. Bizarrement, ça semble moins
tout de suite évident aux clients. Donc, pardon, du coup, même quand tu leur dis ça évite la double saisie ou la triple saisie, les coquilles, ça va permettre d'avoir une source unique de vérité, ça leur parle pas au début? Ça les interroge. C'est-à-dire que sur les coups, ils se disent ah, on n'y avait pas pensé en fait. Ah, on n'avait pas pensé que effectivement ça allait nous éviter des écueils de cette nature. Et après, ils disent, ah, et donc on développe. Après, je leur explique. Donc ils font un peu de voilà. Un petit peu d'accompagnement pour vraiment bien appréhender ces concepts-là. Et ça montre aussi un peu, quelque part, le niveau de maturité peut-être un peu faible, et je ne le dis pas du tout de manière péjorative, hein, c'est parce que c'est comme ça, qu'on peut avoir sur les données en fonction de où est-ce qu'elles sont stockées, la gestion des doublons, s'il y a des doublons, comme tu l'évoques, Ivan, avec des référentiels ou des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est aussi à nous, dans notre boulot, de pouvoir porter ces choses-là. Donc la fiabilité, puis bien sûr du temps, que je ne mets pas au même niveau que la productivité, parce que pour moi, ce n'est pas la même chose. La productivité, c'est dans le temps de travail. Le temps, ça peut être off, c'est du coup j'ai du temps pour faire autre chose. Et ça, c'est quand même appréciable aussi, parce qu'on est des humains, puis des fois, on a besoin de faire autre chose. Voilà. Alors, QuickBook, spécialiste QuickBook. Moi, il y a un truc qui m'a embêté dans QuickBook, c'est que la facturation progressive, je préfère du coup en anglais, la facturation progressive n'est pas possible avec les API actuellement. De ce que j'en ai lu, en tous les cas, j'ai bataillé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si on est un utilisateur lambda et qu'on va manuellement dans QuickBooks, on se connecte, je vais voir ma cliente Dorolissa Mathouse et je vois que Dorolissa a un devis en cours. Parfait, je vais vouloir lui faire une facture. On va imaginer que Dorolissa a accepté ce devis. Donc je rentre dans le devis. Vous pouvez noter qu'à partir du devis ici, je peux générer une facture. Je peux même, si je le souhaite, générer une facture d'acompte, demander un acompte, qui va faire donc des calculs automatiques derrière, etc. Et bien ça, avec les API, ce n'est pas possible. Du coup, Make, a fortiori, ce n'est pas possible de faire ce process exact. Du coup, ce qu'on fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les devis, donc des items séparés, facture d'acompte avec, heureusement, on a des custom fields dans QuickBooks qu'on peut alimenter. Donc, j'ai mis du coup la référence du devis concerné. Et avec la facture de solde, je récupère également les références des factures d'acompte et devis. Comme ça permet de garder une consistance grâce aux références. Néanmoins, dans l'interface, on perd le process total du truc. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est quand même un point un peu délicat. Voilà, donc je pense qu'il y a du work in progress. Moi, une collègue à qui j'ai fait part, j'avais évoqué de ce problème, on a parlé à une connaissance chez Make. Et alors, ils ont l'air de dire que voilà, ça fait partie de leur roadmap, mais je pense que c'est pas tout de suite maintenant. Ça arrivera dans le temps. Mais voilà, donc c'est un petit point d'attention si vous avez des clients sur QuickBooks. Ayez ça en tête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire que soyez conscient de ça et proposez du coup des choix éclairés à vos clients en fonction de cette problématique. Peut-être que pour eux, ça ne les dérangera pas. Moi, je sais que pour une des deux assos, du coup, ça a été un blocking point, quoi. On a trouvé une solution et on a du coup généré les factures, les devis via Documint et hop, on a fait le truc. Mais du coup, plus trop de dashboard où il faut le construire à part, quoi. Pardon, pour bien comprendre, c'est que du coup, dans QuickBook, tu fais un devis, oui. Donc, qui est le montant global, oui. Mais après, tu es obligé de faire une facture d'acompte et une facture de solde qui vont être distinctes, oui. Et tu les rattaches par un champ en disant c'est relatif de devis de temps. Exactement. C'est pas nested, enfin, tu vois, c'est pas depuis le devis initial non. Que tu... c'est exactement ce problème-là. Tu pourrais être dans QuickBooks, mais là, c'est l'interfaçage, en fait, avec... C'est ça, c'est que dans l'API, ça n'est pas pris en charge actuellement. Le seul moyen de le faire, après, c'est de le coder. Voilà. Moi, je ne suis pas codeuse, je suis no-codeuse, donc je ne sais pas faire ça. Et je n'ai pas envie en vrai. En vrai, voilà, chacun son métier, je veux dire, mais en le codant, on pourrait. Ouais, mais ça a complexifié toute ton arborescence d'automatisation. Exactement. Et du coup, avec une satisfaction relative quand même, parce qu'il y a un petit manque, quoi qu'on en dise, il y a un petit manque. Les lessons learned là-dessus, aggregator is your friend. Alors ça, mais vraiment. Du coup, je vous en ai parlé un peu, je vous ai teasé là-dessus. L'agrégateur, c'est le truc ultime dans Make. Et je tiens à souligner ici, à remercier ma copine Lorraine de la communauté No Code France sur le Slack qui m'a dépannée parce qu'en vrai, j'ai un peu galéré là-dessus. Elle m'a aidée, donc je fais un petit big up à Lorraine.
Donc, Aggregator, franchement, voilà, donc tout ce qui est, enfin, il y a des modules spécifiques dans Make, Iterator, Aggregator, Text Parser, etc. C'est des trucs, au fur et à mesure, je vous invite à aller voir. C'est hyper puissant, ce truc de fou. On peut faire des choses incroyables. Concernant Software, ben, moi, j'ai un point quand même, c'est la sécurité. Alors, enfin, mon idée, je suis très fan de Software, hein, ne vous méprenez pas. L'idée, c'est pas de critiquer. Par contre, ayez conscience que quand vous exposez des datas et que donc c'est connecté à Airtable, votre bloc est connecté à Airtable, vous sélectionnez bien évidemment les données que vous voulez montrer. On est d'accord, dans les blocs, vous les paramétrez, ok, impeccable. Ça marche nickel. Si vous inspectez la page depuis votre navigateur, tout est visible. Toutes les données relatives à vos records sont visibles, y compris les hidden fields. Comment faire? Du coup, pour l'instant, la seule recommandation à faire, c'est vous créez une table privée qui ne sera pas exposée. Vous créez à côté une table publique que vous reliez bien sûr à votre table privée avec des lookups. Vous récupérez les données que vous souhaitez du coup exposer et donc vous la connectez à Software. Attention à ça, parce que ça, c'est, enfin, nous, on s'est fait on s'est fait avoir là-dessus, et alors, c'est pas dramatique, mais c'est pas agréable. Parce qu'en fait, je sais pas, moi, par exemple, si on veut montrer un certain nombre de contacts, on veut exposer, et qu'on sait qu'en faisant clic droit inspecter, je vois le mail, le téléphone de la personne, son adresse, c'est un peu léger, quoi. C'est pareil dans Glide. Hein. Ah, d'accord. Bonne information dans C'est pareil Glide, apparemment. Il faut regarder leur documentation sur la sécurité. Il y a des D'accord. moyens de bloquer des colonnes ou des Ah, champs. d'accord. Enfin, mais par exemple, le record propriétaire, enfin, si je suis le user, je verrai que mon record, mais Glide, ils sont très prudents et ils disent en D'accord. gros, cachez vos données. Oui, ouais. Alors que c'est Software, exactement le même eux, ils scénario. n'ont pas encore Ils l'ont pas implémenté. documenté. Alors ça a été remonté, hein, moi je leur ai remonté aussi, mais je n'ai pas l'impression que ce soit l'urgence de leur roadmap. Et pour ne rien vous cacher, je vais aller voir la community head Lydie Lacour tout à l'heure. J'en ai discuté hier avec elle, je vais aller la revoir. Je veux absolument qu'ils débloquent ce truc-là, quoi, parce que ça me semble fondamental. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, voilà, c'est le truc, c'est tellement easy de récupérer la data que c'est chaud, quoi. Pas les seuls. Enfin, je pense qu'ils Ah sont- non, ils non, sont ce ne tous sont pas les conscients seuls. et ils le disent plus ou moins Ce parce ne sont, que- même Bubble, par certains égards, Bubble, si on n'utilise pas les privacy rules, open bar, hein, c'est clair. c'est pareil. Enfin, ça, faut faire vachement gaffe. Hein. Faut faire vachement gaffe. Pour compléter, Ouais. d'un point de vue données et bases de données, comme on a dit hier avec je ne me rappelle plus le monsieur au pull rose là. No Code Store. Oui, c'est ça. No- C'est très important de séparer la base de données du front, comme on fait avec Software, c'est très bien. Mais Ouais. dans la base de données, c'est très important d'avoir les live data complètes et les Oui. vues. Oui, Les vues, c'est des choses qu'on apprend quand on fait de l'administration de base de données. oui, On ne donne pas la table pure. tout à fait. On crée des vues pour chaque utilisateur. Exactement. Chaque écran. Exactement. Et du coup, moi, c'est par Airtable Interface que je l'ai fait pour la partie admin, effectivement. Mais oui, exactement, exactement. C'est-à-dire des sous-tables ou des sous-ensembles de tables. Voilà, qui ne prennent que ce qui doit être indiqué ou exposé, de manière à ce que l'utilisateur ne puisse pas, en effet... Le Software n'en fait pas trop une priorité, je pense. Ben non, aujourd'hui non, aujourd'hui non. Après, enfin, je pense qu'ils sont dans un mode où moi c'est plus l'UI mon boulot, c'est pas la date. Et donc il y a un peu ce jeu, mais là je pense qu'il faut quand même qu'ils se réveillent parce que c'est pas neutre. Hein. Enfin, je veux dire, là c'est hyper easy. Je pense que je vais faire une vidéo que je vais publier sur YouTube dessus. Et encore une fois, je suis la première à utiliser Software et je l'utiliserai encore demain parce que honnêtement, cet outil il est excellent, enfin vraiment. Mais ce point-là est un point dur de mon point de vue et je pense qu'il est temps de s'y intéresser. Ouais, éclater les tâches, c'est-à-dire quand il y a des grosses tâches, essayer vraiment de les séparer, de les atomiser, si je puis dire, mais pas les détruire, hein, mais de les rendre vraiment voilà, le plus unitaires possible pour les traiter et les prioriser. Soyez sûr que 90% de vos clients ne savent pas faire ça. Enfin, je veux dire, naturellement, c'est pas facile. Il faut vraiment les accompagner aussi dans cette démarche. C'est très compliqué. Et pour... Ouais, pardon. Peut-être juste une question par rapport à ça, parce Mm. qu'effectivement, dans le stack, il y a toute la partie qui est vraiment module enfin, formation, mais pas d'outils collaboratifs de gestion de projet qui pourraient aider justement Ah oui, alors en effet, non, c'est autant pour moi, je ne l'ai pas mentionné, on a utilisé du Notion. Donc moi j'ai un template Notion que je propose à mes clients pour en fait historiser tous les éléments, gérer nos rendez-vous, etc. Effectivement, effectivement.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est une bonne remarque, effectivement. Et puis, alors, master your process, là, bah, je vais peut-être venir directement ici. Le truc, c'est quoi? Pour essayer de vous expliquer le contexte, une des assos, quand elle m'a sollicité, c'est un mail qui m'est parvenu. Elle m'a connue par No Code for Good, en fait, et tout, donc nickel. Elle me dit, bah voilà, je me permets de vous contacter parce que j'ai un besoin d'automatiser 2, 3 trucs, j'aurais besoin d'un peu de conseils et d'accompagnement, quelques heures, pop, 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 et c'est bon. Bah, discutons, quoi, parfait. Donc ça, c'était plutôt ce mail, voilà, ça semblait OK, quelques heures, un petit quelque chose à faire. Premier échange, je commence à détecter, ouah, il va y avoir des trucs, quoi. Bon, OK. Bon, je commence à un petit peu itérer, à regarder de mon côté, fouiller les outils, commencer à structurer un peu l'archi, les trucs et tout. Troisième échange, des nouveaux trucs encore qui se rajoutent. Je dis, ah, c'est chaud là quand même. Là, les gars, là, vous voyez les petites arbres de Noël du devis là, du début. Là, c'est l'empilement des conditions comme ça qui sont apparues. Et après, là, ça a été le festival. Donc là, j'ai dit, OK, stop, on va se poser. Hein, on va faire une chose à la fois, do split and prioritize tasks. Voilà, prenons une chose. C'est quoi votre priorité, le plus important, pardon, du moment? Et après, on va y aller petit à petit. Et c'est normal, hein, c'est humain parce que les gens, en plus, il y a un tel engouement autour du no-code. La personne, en tous les cas, était un peu sensibilisée, du coup, est très excitée à l'idée de se dire, mais c'est génial, je vais avoir tous mes processus qui vont être dedans et tout feu, tout flamme. Ouais, mais non, ça marche pas. De la même manière que quand la personne vous présente un schéma de process et qu'il y a déjà des stacks d'outils qui sont identifiés, dit c'est quoi en fait le truc? C'est quoi quel est le besoin? Le besoin, c'est que tu veux des outils. J'en ai plein, je peux t'en vendre plein à l'appel. Mais c'est pas ça le besoin. Le besoin, c'est pas, j'ai pas besoin d'un outil. Le besoin, c'est que j'ai un truc, soit qui fonctionne, mais que je veux améliorer, soit qui ne fonctionne pas, que je veux mettre en place, etc. 2 minutes, on arrive. Et voilà. Et donc, du coup, ma conclusion, du coup, on est presque à l'heure. Ma conclusion, c'est quoi? Ben, c'est que, en vrai, le no-code, ça prend du temps. Mais et pour les personnes tech et pour les personnes du métier. Mais il faut vraiment leur dire en vrai, parce que en général, ils n'ont vraiment pas beaucoup de temps à vous accorder. Actuellement, là, j'en ai un client, je cours après. Et il ne me fuit pas, hein, je vous rassure. Mais c'est juste qu'il est satellisé et c'est hyper compliqué. Le deuxième point, bah là on revient un peu au point précédent et l'histoire du devis, c'est que la complexité peut être introduite par rapport au processus lui-même et aux différentes conditions qu'on pourrait introduire. D'où le master your processes. Quand je dis ça, c'est que d'abord, il faut qu'on aide le métier à bien clarifier son process pour que nous, on puisse en déduire le processus technique pour répondre à ça. Donc c'est vraiment, moi, il y a beaucoup de gens qui disent le no-code c'est génial, on peut tout de suite aller dedans, on itère, on fait des trucs et tout. Je sais pas. Moi, je suis assez partagée sur cette vision. Voilà, chacun a ses méthodes de travail. Moi, je sais pas faire ça, en fait. C'est trop le bordel. Clarifiez-moi d'abord votre process et après, j'ai besoin d'analyser, quoi, pour mieux répondre. Et puis enfin, moi, il y a vraiment ce message. Moi, je pense qu'en tant que professionnel, on a tous une responsabilité d'essayer d'arrêter de dire que, ouais, je fais mon app en 10 minutes, quoi. Enfin, moi, les trucs comme ça, c'est pas possible. Enfin, soyons sérieux. Le no-code, c'est pas facile. Moi, quand je me suis mise à Make, mais sans déconner, j'ai galéré quand même un peu au début, Make, pour comprendre les trucs, comme je vous expliquais, l'aggregator, ce genre de choses. Juste, non, c'est accessible, certes. Je pense que, et je ne sais plus qui hier l'a dit à un talk, je suis aussi convaincue que ça n'est pas nécessairement pour tout le monde. Il y a quand même une certaine forme de logique à acquérir à un moment donné, notamment dans la conception des process et dans la stack technique à mettre en place. Et c'est pas pif paf pouf comme ça, hop, je le fais. Et donc je pense que nous, en tant que pros, on a vraiment cette responsabilité de transmettre ce message-là et de faire atterrir un peu les gens sur Terre, quoi, et de dire, bon les gars, ok, le no-code, c'est génial, j'adore, la preuve, moi je m'y mets et tout, c'est génial. Mais et ça se professionnalise, on voit bien d'ailleurs. Hein. Et donc, voilà, remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme dirait le bon proverbe. Voilà, donc ça nécessite du temps, en tous les cas, à maîtriser. C'est pas en deux temps, 3 mouvements, paf, je maîtrise tout. Donc du coup, le fait aussi de vouloir être autonome à maîtriser sa solution par la suite,
bah, il faut que la personne ait du temps. Si elle n'en a pas, on part un peu perdant, quoi, hein. Ça, ou en tous les cas, risque de fail ou que ça se délite dans le temps parce que la personne n'a pas le temps de regarder, de s'en occuper. Et après, elle te rappelle, elle dit ah, c'est la galère et tout, hein. Et puis vous regardez, ah, et puis là vous faites ah, enfin, voilà, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, faut tout refaire. Ah, mince, ah, quel dommage. Voilà, donc c'est un peu comme tout, quoi. Il faut être un petit peu dans l'anticipation. Et voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai essayé de prendre un peu au fil de l'eau, mais est-ce que vous avez des questions par ailleurs? Ouais. Monsieur, ouais. Oui. Combien de temps de développement est-ce que ça a pris? Une semaine, un mois, 3 ans? Alors, on va dire on est sur un bon 10 jours, dont l'équivalent d'un jour complet en réunion de spaghetti, que je vous ai montré. Et il y a encore du work in progress à faire parce que je pense qu'il y a des facteurs, il faut factoriser, rationaliser un peu des process qui aujourd'hui fonctionnent. Mais moi, ça me plaît moyen, quoi, de voir tous ces trucs-là. Voilà, c'est fait pour un make aussi, mais je pense que là, il y a eu un problème de réflexion. Mais aussi de ma part, attention, hein, de ma part aussi, un peu trop dans la précipitation, vraisemblablement, de vouloir aussi répondre assez rapidement aux besoins du demandeur. Mais des fois, ce n'est pas la bonne stratégie non plus, hein. Des fois, il faut savoir dire non, en fait, on ne va pas pouvoir faire ça pour telle date. Et c'est comme ça. Et voilà. C'est un discours, des fois, qui n'est pas facile à tenir. Voilà, on est tous. 10 jours de charge ou Ouais. délai? Charge. Du coup, moi aussi je travaille pour une association. Mhm. Comment tes clients ils entendent le fait que parfois tu n'as pas la réponse tout de suite, donc tu es perçue comme experte, mais en fait pour répondre à leurs besoins, tu vas continuer à te former en continu parce que justement tu vas explorer des fonctionnalités d'outils ou des combinaisons d'outils ou voilà, des API, des interfaçages, des intégrations. Oui, tout à fait, ouais. Donc le fait que toi-même tu sois dans un processus d'apprentissage continu, est-ce qu'ils le perçoivent bien? Toi, au-delà de la contrainte que ça peut mettre sur le calendrier et autres, est-ce que c'est pas un truc qui à un moment donné va un peu brouiller la confiance qu'ils peuvent te donner? Alors moi, c'est vrai. Poser sa légitimité en tant que consultant alors qu'on se forme tout le temps. C'est vrai. Et je te remercie de cette question d'ailleurs parce que j'ai un petit fun fact là-dessus. Je me suis beaucoup posé la question parce qu'en fait, la remise en question, c'est un peu mon quotidien. Moi, je suis toujours stressée, j'ai l'impression que je sais rien. Enfin, voilà. Et en fait, un jour, effectivement, on fait la réunion du coup avec une des deux assos et puis il me pose une question. Et je dis, bah écoute, je ne sais pas te dire. Et j'avais pas gagné le contrat, hein. J'avais pas gagné la prestation. Je dis, mais je ne sais pas. Et donc je me suis dit, c'est mort. Il vient pas chez moi, il va aller ailleurs. Et il m'a dit, bon ben, tu sais pas. Et je lui ai dit, bon, je vais investiguer et tout, je te fais un retour et tout. Il dit, ok, bah écoute, ok, ben on signe et puis on démarre. Je comprends pas. Je suis en train de t'expliquer que je ne sais pas comment je vais répondre tout de suite à ton truc et tu signes. Et je pense que, en fait, c'est compliqué, quoi, l'humain. Enfin, tu vois, moi, j'ai tendance à être très franche, directe avec les gens. Ça sert à rien que je leur fasse croire que je sais faire des trucs si je ne sais pas les faire, parce que ça va se voir, hein, de toute façon. Et pour le moment, je touche la peau de singe. Ouais, et ouais, il faut vraiment qu'on arrête. Mais je réponds quand même. Mais pour le moment, j'ai de la chance. C'est bien perçu. En fait, je pense qu'ils sont dans une bon mindset pour apprendre aussi ensemble. Tu vois, il y a cette histoire on fait un truc ensemble, en fait. Donc, on est dans la même barque, même si on n'a pas les mêmes les problématiques techniques, mais on est un peu ensemble. J'en profite juste parce que moi, je suis un peu schizo du retour. Si jamais vous avez envie de me faire un petit feedback, je prends avec grand plaisir parce que ça me permet de m'améliorer. Si dans l'avenir, je fais d'autres talks, s'il y a des choses où je ne vous ai pas répondu correctement, où vous avez manqué de précision, n'hésitez pas à me le dire. C'est très rapide, hein. C'est vraiment un questionnaire, 3 questions max. Vous pouvez le scanner et puis on va devoir se laisser. Je suis désolée, je sors 2 minutes. Donc après, s'il y avait des questions résiduelles, on peut se parler juste dehors. Mais on va libérer la salle du coup. Merci beaucoup en tous les cas pour votre venue. Merci.